Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Alors maintenant que l'on sait pour n'importe quelle réaction chimique calculer ses grandeurs standards de réaction à partir des grandeurs standards de formation qui sont elles tabulées, nous allons nous servir de ces grandeurs standards de réaction dans ce chapitre afin de discuter de l'évolution d'un système, de son évolution possible et de la possibilité ou non d'arriver à un état d'équilibre. Tout ceci va se faire à travers l'introduction d'une nouvelle grandeur qu'on va appeler l'affinité chimique. C'est cette grandeur, l'affinité chimique, qui régit l'évolution d'un système chimique. Alors à partir de la définition de l'affinité chimique, on exprimera cette grandeur en faisant intervenir le quotient de réaction QR et la constante d'équilibre K0 d'un système donné. Cela nous permettra, grâce à la condition d'évolution imposée par l'affinité chimique, de démontrer que la comparaison du quotient de réaction et de la constante d'équilibre permet de déterminer le sens d'évolution d'une réaction chimique. En fait, on retrouvera un résultat que nous avons déjà utilisé, sans le démontrer, dans les chapitres sur les solutions aqueuses de l'unité d'enseignement chimie-biochimie. On verra enfin l'effet de la température sur la constante d'équilibre d'une réaction. Et pour terminer ce chapitre, on donnera quelques illustrations et quelques exercices. Alors ces exercices vous seront proposés d'une part afin de bien assimiler le cours et d'autre part afin de comprendre comment nous utiliserons l'ensemble des concepts introduits au fur et à mesure du cours de thermodynamique chimique. Et c'est ce genre d'exercice que vous aurez à résoudre sous forme de QCM le jour du concours. Alors dans cette première partie sur l'affinité chimique, nous dirons comment, après avoir défini cette notion, elle régit l'évolution d'un système chimique. Alors toujours le même formalisme, un système fermé siège de la réaction chimique caractérisée par l'équation bilan qui est donnée sur la diapositive. L'affinité chimique, que l'on va noter A, elle est par définition l'opposé de l'enthalpie libre de réaction. C'est-à-dire que l'affinité, c'est moins delta Rg, et c'est donc moins la dérivée partielle de G par rapport à l'avancement xi, à température et pression constante. L'affinité dépend de trois paramètres, la température, la pression et les quantités de matière du système. L'affinité chimique est une fonction d'état, de la même manière que delta Rg est une fonction d'état. Et l'affinité chimique standard A0, que l'on va définir, c'est la valeur de l'affinité chimique lorsque tous les constituants sont dans leur état standard. Cette grandeur ne dépend que de la température, et donc l'affinité standard, c'est égal à moins delta Rg0. Encore une fois, j'insiste sur le fait que l'état standard est défini pour une pression donnée, que la pression standard égale à 1 bar, et la quantité de matière fixée, telle que toutes les activités soient égales à 1. Donc, toutes les grandeurs standards ne dépendent que de la température. Alors on peut se demander à ce stade quel est réellement l'intérêt d'introduire la notion d'affinité chimique. Je vous l'ai déjà dit, et on va le voir tout de suite, l'affinité chimique, c'est ce qui va régir l'évolution d'un système. Mais à un signe près, c'est la même notion, la même grandeur que l'enthalpie libre de réaction. Et en fait, travailler avec l'affinité chimique ou travailler avec le delta Rg pour discuter de l'évolution d'un système, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je vous ai déjà précisé plusieurs fois que delta Rg régit le caractère spontané ou non d'une réaction, ce qui veut dire en fait que delta Rg régit l'évolution d'une réaction chimique. Alors, pourquoi introduire l'affinité chimique et pourquoi ne pas travailler uniquement avec delta Rg puisque c'est la même chose au signe près? Alors, j'avoue que je n'ai pas la réponse sur pourquoi historiquement les deux concepts ont été développés, mais comme les chimistes utilisent indifféremment la notion d'affinité chimique ou d'enthalpie libre, j'ai pris le parti de vous présenter les deux, car dans vos futures études de pharmacie, vous pourrez rencontrer ces deux notions, et en particulier dans la littérature, les deux notions sont rencontrées. L'affinité chimique, on va le voir tout de suite, est en fait liée à l'entropie de création dont nous avions parlé lors de l'introduction du deuxième principe de la thermodynamique. Alors, on peut montrer que l'affinité chimique est telle que la température fois l'entropie de création, c'est égal à l'affinité chimique multipliée par dxi, où dxi est une variation élémentaire d'avancement, c'est-à-dire une variation d'avancement infinitésimale. Bien sûr, comme l'activité c'est égal à moins delta Rg, on a aussi la température fois l'entropie de création qui est égale à moins delta Rg fois dxi. Le lien entre affinité et entropie de création aboutit aux conditions d'évolution et aux conditions
d'équilibre d'un système en réaction chimique. Le deuxième principe de la thermodynamique nous disait que l'entropie de création est positive ou nulle. Conséquence, A fois dxi, c'est positif ou nul, ou delta Rg fois dxi, c'est négatif ou nul. Alors, dire que l'entropie de création est égale à 0, c'est qu'il n'y a aucune irréversibilité créée. Or, une transformation chimique crée de l'irréversibilité. Donc en fait, la condition d'évolution d'un système, on exclut le fait que l'entropie de création soit égale à 0, eh bien c'est A dxi positif ou delta Rg fois dxi négatif. Ce n'est en fait qu'à l'équilibre du système qu'il n'y a pas de création d'irréversibilité. Donc à l'équilibre, et c'est la condition d'équilibre d'un système, l'affinité est égale à 0 ou delta Rg est égal à 0. On peut également parler du sens d'évolution d'un système chimique. Si le système évolue, on a donc A fois dxi qui est positif ou delta Rg fois dxi qui est négatif. Et à partir de là, on va trouver le sens d'évolution du système. Si l'affinité chimique est positive, ou ce qui revient au même delta Rg négatif, alors dxi doit être positif. Ce qui veut dire que l'évolution spontanée va se faire dans le sens 1, c'est-à-dire le sens direct. A l'inverse, si l'affinité est négative, ou delta Rg positif, dxi est forcément négatif. Donc l'évolution spontanée va se faire dans le sens indirect, donc dans le sens 2. Voyons maintenant comment l'affinité chimique est liée au quotient de réaction et à la constante d'équilibre d'une réaction. Nous allons donner l'expression de l'affinité chimique en fonction du quotient de réaction, puis le lien entre affinité chimique standard et constante d'équilibre. Pour en déduire enfin l'expression de l'affinité chimique en fonction du quotient de réaction et de la constante d'équilibre. Alors toujours pour la même réaction chimique, dont l'équation bilan est écrite avec le même formalisme, je vous rappelle que le quotient de réaction dépend des activités des produits au numérateur et des activités des réactifs au dénominateur. L'activité d'un constituant I étant élevée à la puissance son coefficient stoichiométrique. L'affinité chimique s'exprime en fonction de l'affinité chimique standard par la relation A égale A0 moins RT ln de QR. L'affinité, ça dépend de la température, pression et l'avancement. L'affinité standard de la température. Il se trouve que QR va dépendre de la pression et de l'avancement. De la même manière, on peut écrire que delta Rg, c'est delta Rg0 plus RT ln de QR, puisque affinité delta Rg, c'est la même chose au signe près. Avec ces deux relations, si on écrit qu'à l'équilibre chimique, on a A égale 0 ou delta Rg égale 0, on va pouvoir en déduire le lien entre affinité chimique standard et la constante d'équilibre. En effet, si j'applique le fait que A égale 0 ou delta Rg égale 0, eh bien je vais trouver que A0 c'est RT ln du quotient de réaction à l'équilibre, ou que delta Rg0 c'est moins RT ln du quotient de réaction à l'équilibre. Et vous savez qu'on définit la constante d'équilibre comme étant justement le quotient de réaction à l'équilibre. Il apparaît donc que l'affinité standard c'est RT ln de la constante d'équilibre, ou on utilise plus généralement cette forme-là, delta Rg0 c'est moins RT, logarithme népérien de la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, ça explique ici pourquoi elle est notée avec un exposant 0, car elle est liée uniquement à l'affinité chimique standard ou à l'enthalpie libre standard. C'est donc une grandeur standard, ce qui montre en particulier que la constante d'équilibre ne dépend que d'un seul paramètre, la température. Passons maintenant à l'expression de l'affinité chimique en fonction du quotient de réaction et de la constante d'équilibre. Et bien ça c'est facile, j'ai repris les équations que je viens de montrer ici. Il suffit de combiner ces équations pour trouver très facilement que l'affinité chimique c'est RT ln de la constante d'équilibre sur le quotient de réaction, ce qui peut s'écrire aussi delta Rg égale à plus RT ln du quotient de réaction sur la constante d'équilibre. Cette expression de l'affinité en fonction de la constante d'équilibre et du quotient de réaction, ou de delta Rg en fonction de la constante d'équilibre ou du quotient de réaction, couplée à la condition d'évolution d'un système, eh bien ça va nous permettre de démontrer un résultat dont nous nous sommes déjà servis lors de l'étude des solutions aqueuses pour l'unité d'enseignement chimie-biochimie. En fait, le sens d'évolution d'un système, on a évolution spontanée dans le sens 1, dans le sens direct, lorsque dxi est positif, c'est-à-dire lorsque l'affinité est positive, ce qui équivaut à dire que delta Rg
est négatif, ce qui équivaut à dire que le quotient de réaction est strictement inférieur à la constante d'équilibre. A l'inverse, on a une évolution spontanée dans le sens 2, le sens indirect, lorsque dxi est négatif, et donc avec la condition d'évolution, c'est lorsque l'affinité est négative, ce qui revient à dire que delta Rg est positif, ce qui revient à dire, c'est strictement équivalent, que le quotient de réaction est supérieur à K0. On vient donc de démontrer quelque chose qu'on avait déjà utilisé, que la comparaison de la constante d'équilibre et du quotient de réaction permet de déterminer le sens d'évolution d'un système. On peut faire la même chose en couplant donc les expressions de l'affinité ou de delta Rg en fonction de QR et le K0. En couplant ça avec la condition d'équilibre d'un système, qui est que l'affinité est nulle, eh bien, on a un système à l'équilibre chimique lorsque l'affinité ou delta Rg sont égales à 0, c'est-à-dire que QR et K0 s'identifient. Puisque K0 ne dépend que d'un paramètre qui est la température, car c'est une grandeur standard, eh bien on va aller étudier l'influence de la température sur cette grandeur. Ça va être ce qu'on appelle la relation de Van 't Hoff. On interprétera ensuite cette relation de Van 't Hoff de manière physique, et on verra enfin quelque chose dont j'ai déjà un tout petit peu parlé dans le chapitre précédent, qui est la température d'inversion d'un équilibre. Nous allons donc ici démontrer la relation qui relie la constante d'équilibre K0 à la température. Alors, nous allons la démontrer dans un cas simple qui est le cas de l'approximation d'Ellingham. Le résultat que l'on va trouver est valable même hors approximation d'Ellingham, mais la démonstration est beaucoup plus compliquée. Donc je vais juste la démontrer en plaçant dans l'approximation d'Ellingham. De delta Rg0 égale moins RT ln de K0, je peux en déduire ln de K0 en fonction donc de delta Rg0 et remplacer delta Rg0 par delta RH0 moins T delta Rs0. Et donc je trouve ce qui est écrit ici sur la diapositive. On va dériver cette relation par rapport à la température. Comme on est dans l'approximation d'Ellingham, delta RH0 et delta Rs0 sont indépendants de la température. R, constante des gaz parfaits, c'est bien sûr indépendant de la température. Donc si je dérive par rapport à la température ln de K0, eh bien de l'autre côté, je vais dériver juste moins 1 sur T par rapport à la température, et la dérivée de moins 1 sur la température, eh bien c'est plus 1 sur T2. Ce qui me donne donc la relation. La dérivée de ln de K0 par rapport à la température, c'est plus delta RH0 sur RT2, plus 0, puisqu'on dérive ensuite une constante. Et c'est cette relation qu'on appelle la relation de Van 't Hoff. Alors on va interpréter physiquement ce que veut dire cette relation de Van 't Hoff. Imaginons qu'on ait une réaction exothermique. Si une réaction est exothermique, alors delta RH0 c'est négatif. D de ln de K0 sur dt, d'après la relation de Van 't Hoff, va être négatif, puisque RT2 c'est un produit forcément positif. Ce qui veut dire que ln de K0 diminue lorsque la température augmente, si la dérivée de ln de K0 par rapport à la température est négative. Or, la fonction logarithme népérien est une fonction croissante, donc la variation de ln de K0 et K0 c'est exactement la même chose, et donc on a K0 qui diminue lorsque la température augmente. L'interprétation de la relation de Van 't Hoff dit qu'une réaction exothermique, pour une réaction exothermique, on a la constante d'équilibre qui diminue lorsque la température augmente. A l'inverse, pour une réaction endothermique, pour laquelle delta RH est positif, en faisant le même travail, j'ai D de ln de K0 sur dt qui est positif. J'ai donc ln de K0 qui augmente lorsque la température augmente, et donc K0 qui augmente lorsque la température augmente. Le fait que K0 diminue lorsque T augmente pour une réaction exothermique et fasse l'inverse pour une réaction endothermique, c'est quelque chose qui nous resservira au chapitre suivant sur les déplacements d'équilibre. On va terminer ce petit paragraphe sur l'effet de la température sur la constante d'équilibre par la notion de température d'inversion d'un équilibre. Si je modifie la température, je modifie donc la valeur de K0. Une réaction nulle à une température donnée peut devenir totale si jamais j'élève ou si jamais je diminue la température. A l'inverse, une réaction totale peut devenir nulle. En fait, en modifiant la température, on peut changer complètement les paramètres thermodynamiques de l'équilibre ou de la constante d'équilibre. On va passer par une température dite d'inversion pour laquelle delta Rg0 est égal à 0, ce qui revient à dire que, puisque delta Rg0 c'est moins RT ln de K0, ce qui vient à dire que le K0 à la température d'inversion est égal à 1. En fait, la température d'inversion, elle apparaît comme la température
eh bien, au-delà duquel, par exemple, si un équilibre est favorisé dans le sens 2, eh bien, en dessous de cette température, il va être favorisé dans le sens 1. On a défini maintenant tous les paramètres thermodynamiques qui vont nous permettre de caractériser l'état d'évolution d'un système et son état d'équilibre éventuel. On va maintenant illustrer avec des exemples et faire quelques petits exercices sur toutes ces notions et voir comment on applique ces notions. On va commencer par étudier des mélanges homogènes et des réactions dans des mélanges homogènes, puis des réactions dans des mélanges hétérogènes, et on finira par un cas un petit peu particulier, qui est le cas des réactions d'oxydoréduction. Alors les mélanges homogènes, ce sont des mélanges avec une seule phase, soit gazeuse, soit liquide. On va considérer que les solides sont tout le temps non miscibles, et donc si on a des solides, on aura plusieurs phases. Donc là, on ne va considérer que des mélanges soit en phase gazeuse, soit en phase liquide. Un premier exemple, sur un exemple qu'on a déjà traité dans les chapitres précédents, et on a déjà trouvé les paramètres thermodynamiques de cet équilibre, c'est la synthèse du méthanol. Tout se passe en phase gazeuse. On avait trouvé dans les chapitres précédents que le delta Rg0 valait moins 24,5 kJ par mol à 298 Kelvin. Donc que la réaction était spontanée dans les conditions standards à 298 Kelvin. La question que je pose, c'est quelle est la valeur de la constante d'équilibre à 298 Kelvin. Donc là, ça va juste être une application numérique de la loi delta Rg0 égale moins RT ln de K0, ce qui revient à dire que K0, c'est exponentielle de moins delta Rg0 sur RT. Il faut vous entraîner à faire ces applications numériques parce qu'à partir de la valeur du delta Rg0, on demande souvent les calculs de constante d'équilibre. Alors K0, c'est ici exponentielle de plus 24,5 10 puissance 3 sur le produit RT. Donc faites attention au signe de ce que vous avez au-dessus. C'est bien moins delta Rg0 dans l'exponentielle. Comme la réaction est ici exergonique, c'est-à-dire que delta Rg0 est négatif, eh bien dans l'expression de K0, on va avoir un plus. Et n'oubliez pas que le delta Rg0 est exprimé ici en kilojoules par mol. Il faut multiplier par 10 puissance 3 pour travailler dans les unités du système international, c'est-à-dire l'exprimer, le delta Rg0 en joules par mol. L'application numérique de cette expression donne que la constante d'équilibre à 298 Kelvin est égale environ à 19 700, soit environ 20 000, soit environ 2 10 puissance 5, ce qui montre que la réaction est totale. Deuxième exemple, pareil, un exemple dont on a déjà parlé, c'est la réaction du méthane avec l'eau, le tout étant en phase gazeuse. On a déjà calculé pour cette réaction le delta RH0 qui valait 206,1 kJ par mol, qu'on va considérer indépendant de la température. Donc la réaction est endothermique. On a calculé également le delta RS0 qui vaut 214,7 joules par Kelvin et par mol. On va pareil être dans l'approximation des lignes et le considérer indépendant de la température. On avait calculé aussi le delta Rg0 à deux températures différentes, à 500 Kelvin et à 1000 Kelvin. On avait trouvé le fait qu'il soit positif à 500 Kelvin et négatif à 1000 Kelvin. Ce qu'on va faire sur cet exemple, on va aller chercher les valeurs de K0 à 500 Kelvin et à 1000 Kelvin. On va aller déterminer la température d'inversion de cet équilibre. Il y en a bien une, puisque vous voyez qu'entre 500 et 1000 Kelvin, le delta Rg0 a changé de signe. Et puis on va aller voir et caractériser l'état d'équilibre de cette réaction à 500 Kelvin et l'état d'équilibre de cette réaction à 1000 Kelvin. Alors pour définir un état d'équilibre, il faut définir un état initial de mon système. Donc on va partir de 1 mol de méthane, de 1 mol d'eau, sous une pression totale de 1 bar. Commençons par déterminer les valeurs des constantes d'équilibre aux deux températures considérées. Bon, c'est la même application numérique que tout à l'heure. On trouverait donc une constante d'équilibre à 500 Kelvin qui vaut environ 5 10 puissance moins 11. On va donc considérer qu'à cette température, la réaction est quasi nulle. À 1000 Kelvin, toujours l'application de la même relation, et on trouverait que K0 à 1000 Kelvin, c'est environ 2,8. Donc je vous invite encore une fois sur ces deux exemples à vous entraîner, voir que vous arrivez correctement avec votre calculatrice à faire ces petits calculs. On va maintenant déterminer la température d'inversion de cet équilibre. Donc pour ça, on a besoin de la valeur du delta RH0 et la valeur du delta RS0. Puisqu'en effet, delta Rg0 à une température donnée, c'est delta RH0 moins T delta RS0, avec delta RH0 et delta RS0 qui sont indépendants de la température dans l'approximation des lignes gammes.
La température d'inversion, c'est la température pour laquelle delta Rg0 est égal à 0. Et donc, à partir de cette loi-là, on va pouvoir déterminer que la température d'inversion, c'est juste delta RH0 sur delta RS0. Ce qui donne en application numérique, en n'oubliant pas que delta RH0 est en kJ par mol et delta RS0 en joules par Kelvin et par mol, ce qui donne la température d'inversion environ égale à 960 Kelvin. Allons maintenant étudier les états d'équilibre, à la fois à 500 Kelvin et à 1000 Kelvin, de ce système à partir donc d'une mole de méthane et d'une mole d'eau gazeuse sous une pression totale de 1 bar. Déjà, on peut se demander le sens d'évolution du système. Que vaut le quotient de réaction au départ? Eh bien, il vaut 0, puisque je n'ai ni CO ni H2, donc l'activité de ces deux gaz est égale à 0, le quotient de réaction c'est 0. Forcément, QR est inférieur à la constante d'équilibre, même si la constante d'équilibre est toute petite, comme c'est le cas à 500 Kelvin. Donc forcément, ça va évoluer d'après la condition d'évolution d'un système, dans le sens de formation de CO et de H2. Mais en fonction de la température, eh bien, on va en former plus ou moins de CO ou de H2. Alors je vais décrire un tableau d'avancement qui va marcher pour mes deux températures. Et dans ce tableau d'avancement, je vais mettre dans une dernière colonne le NTG, qui est en fait le nombre de moles total en phase gazeuse, puisque ça va me servir ensuite dans l'expression de la constante d'équilibre. Dans ce tableau d'avancement, Xi est l'avancement de la réaction à l'équilibre. Alors j'aurais pu noter, pour bien préciser que c'était l'avancement à l'équilibre, j'aurais pu lui mettre un indice infini, ce que je n'ai pas fait sur cette diapositive et sur les diapositives suivantes. Mais c'est bien l'avancement à l'équilibre. Sur ce tableau, vous voyez que le nombre total de moles gazeuses n'est pas constant au cours du temps. À t égale 0, il vaut 2 moles, alors qu'à l'équilibre, il vaut 2 plus 2 xi. Donc dès lors que xi n'est pas strictement égal à 0, et ça va être le cas puisque initialement on n'est pas à l'équilibre, eh bien le nombre de moles total gazeuse va varier au cours du temps. K0 va s'exprimer comme la pression partielle de CO à l'équilibre, fois la pression partielle de H2 à l'équilibre au cube, sur la pression du méthane à l'équilibre, multipliée par la pression de la vapeur d'eau à l'équilibre. Et puis, par souci d'homogénéité, je ne suis pas obligé de le mettre si j'exprime mes pressions partielles en barres, mais je vais le mettre ici, cette pression standard P0, de manière à ce que K0 soit sans unité. Ça va permettre, lorsqu'on va développer les calculs, de toujours vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur pour bien vérifier que K0 est sans unité. Alors, on va réarranger l'expression de K0 avec la définition des pressions partielles. Les pressions partielles, pour le gaz I, eh bien, c'est le nombre de moles du gaz I sur le nombre total de moles gazeuses, multiplié par la pression totale. Je vais réécrire K0, donc cette expression qui a l'air franchement compliquée, où j'ai juste remplacé chaque pression partielle par le nombre de moles du constituant sur le nombre total de moles gazeuses fois la pression totale. Alors cette expression, elle va pouvoir assez largement s'arranger. En particulier, il y a des pressions totales qui vont se simplifier et il y a des 2 plus 2 xi, qui est le nombre de moles total gazeuses, qui vont simplifier. Donc, ici, je réécris l'expression et la simplification va rapidement me donner cette expression en fonction de xi, en fonction de la pression totale pour K0. Je peux continuer à simplifier en disant que ce que j'avais au dénominateur, le 2 plus 2 xi, eh bien c'est en fait 2 fois 1 plus xi, et le 2 sorti de la parenthèse au carré me donne le 4. Et puis je vais simplifier dans le cas ici du problème, où je considère que ma pression totale, qui est constante, vaut 1 bar. Dans ce cas-là, le rapport pression totale sur P0, c'est égal à 1, donc je vais dire que K0, c'est égal à cette expression en fonction de xi. Vous pouvez vérifier dans toutes les expressions que j'ai données pour K0, j'ai retransformé pour introduire les nombres de moles, etc., que j'ai bien quelque chose de sans unité tout le temps pour K0. C'est le cas sur la dernière expression, on a xi qui est en mol, donc xi puissance 4 c'est en mol puissance 4, et au dénominateur, on a toujours xi qui est en mol, donc 1 moins xi au carré c'est en mol au carré, et 1 plus xi au carré c'est en mol au carré. Donc au dénominateur aussi, on a du mol puissance 4, K0 est bien sans unité. Alors à partir de cette expression, je vais essayer de quantifier l'état d'avancement pour voir l'arrivée et l'état d'équilibre à la température de 500 Kelvin et à la température de 1000 Kelvin. On peut encore réarranger cette expression en disant que
1 moins xi fois 1 plus xi, c'est une identité remarquable, et c'est égal à 1 moins xi carré, ce qui nous permet de dire en fait ici que xi carré sur 1 moins xi carré est égal à ce que je note alpha, qui est le facteur que j'ai donné ici, racine de 4 fois k0 sur 27. Alors le petit développement que je vais faire ici, je vais aller au bout de mon calcul pour voir qu'on peut à chaque fois déterminer un état d'équilibre. Il y a des expressions mathématiques plus ou moins compliquées. On ne vous demandera pas de le refaire. On va voir dans les diapositives suivantes que éventuellement on peut aller facilement au bout du calcul lorsque l'on fait des simplifications. D'accord ? Toutefois, il faut savoir poser correctement l'expression de K0 comme c'était posé deux diapositives précédentes, soit en fonction des pressions partielles, soit en fonction des nombres de moles, du nombre de moles total gazeux et de la pression totale. Alors ici, l'expression sur laquelle je suis tombé, en simplifiant encore un petit peu, puisque j'ai posé mon facteur alpha qui est une constante, eh bien je trouve l'avancement en fonction de alpha, et c'est égal à racine carrée de alpha sur 1 plus alpha. Avec les valeurs de K0 obtenues diapositive précédente, on peut effectuer l'application numérique. On trouve qu'à 500 Kelvin, avec un K0 de 5 10-11, l'avancement vaut au final 1,65 10-3 mol. À 1000 Kelvin, avec une constante d'équilibre de 2,8, l'avancement à l'équilibre vaut 0,63 mol. On retrouve bien ici le fait qu'à 500 Kelvin, la réaction est quasi nulle, alors qu'elle est relativement équilibrée à 1000 Kelvin. Encore une fois, je suis allé ici jusqu'au bout de mon calcul, mais on ne vous demandera pas de formalisme mathématique aussi compliqué. On va voir diapositive suivante. Sur le cas à 500 Kelvin, comment on peut simplifier le problème et simplifier les calculs. Voyons par exemple ce qui se passe dans les cas où on peut faire des approximations. Et là, il est possible qu'on aille vous interroger dessus quand le calcul se fait de manière beaucoup plus simple grâce aux approximations. Donc à un moment donné dans le développement de mon calcul, je suis tombé sur cette expression de K0 en fonction de xi. Si à 500 Kelvin, j'ai une constante d'équilibre de 5 10-11, je vais considérer que ma réaction est globalement nulle, c'est-à-dire que l'avancement va être extrêmement faible. Je vais donc pouvoir négliger, dans l'expression de K0, l'avancement ici devant 1. Et je tombe sur K0, c'est environ 27 fois l'avancement puissance 4 sur 4. Je trouve facilement l'avancement en fonction de K0, donc 4 fois K0 sur 27 à la puissance 1 quart. Et en faisant l'application numérique, avec K0 égale 5 10-11, je trouve une valeur d'avancement de 1,65 10-3, c'est-à-dire ce que j'avais trouvé en allant au bout du calcul sans approximation. Donc il est important de savoir poser la constante d'équilibre en fonction des pressions partielles ou en fonction des nombres de moles. Et puis, dans des calculs simples où on a soit des réactions qui vont être nulles, soit des réactions qui vont être totales, savoir faire les approximations qu'il faut pour arriver facilement à une valeur d'avancement grâce à la valeur de la constante d'équilibre. Alors sur cette diapositive, je reprends juste l'état global du système si on veut le définir à l'état d'équilibre, soit en nombre de moles, soit en pression partielle, avec toujours la somme des pressions partielles qui va forcément être égale à la pression totale égale à 1 bar. Donc c'est juste la formalisation des calculs que j'ai fait juste avant. On va voir un troisième exemple dans cette série de mélanges homogènes. On va changer un petit peu de genre d'exercice. On donne ici les enthalpies libres standards de formation pour l'eau liquide pour OH- et pour H3O+ aqueux. À partir de ces valeurs, on vous demande de retrouver la valeur du pKe de l'eau à 298 Kelvin. Alors, le produit ionique Ke de l'eau, c'est la constante d'équilibre de l'équilibre 2H2O donne OH- plus H3O+, et on est en solution aqueuse. On va utiliser donc cette relation pour calculer le delta Rg0 à partir de la loi de Hess appliquée à l'enthalpie libre. Donc le calcul me donnerait delta Rg0 égale à plus 79,9 kJ par mol. Je l'ai déjà dit, le produit ionique, c'est la constante d'équilibre, ici puisqu'on travaille à 298 Kelvin de cet équilibre. À partir de la valeur de delta Rg0, je peux donc calculer la valeur du produit ionique, calcul qui a déjà été fait dans les deux exercices précédents. On trouve Ke égale 9,87 10-15, et donc pKe, qui est égal au moins logarithme décimal de Ke, qui est égal à 14, qui est bien la valeur du pKe à 298 Kelvin que vous connaissez. Petite remarque au niveau des données thermodynamiques qui sont données ici.
vous voyez que l'enthalpie libre standard de formation pour H2O liquide et H3O+, c'est la même. Ça, je l'avais déjà dit dans un chapitre précédent. Par convention, pour H+, aqueux, toutes les données, toutes les grandeurs thermodynamiques sont égales à 0. Et de ceci découle qu'on a les mêmes grandeurs thermodynamiques pour H2O liquide et H3O+, aqueux. Quatrième exercice, un petit peu dans le même genre que celui qu'on vient de faire. En changeant les données qui sont fournies, on va cette fois donner les S0 pour déterminer la valeur du pKa du couple NH4+, NH3, qui est donc un couple acide-base. On va déterminer le pKa à 298 Kelvin. Alors, la constante d'acidité, c'est la constante de l'équilibre NH4+, plus H2O, en équilibre avec NH3 plus H3O+, le tout étant en solution aqueuse. Alors ici, on ne donne pas les grandeurs thermodynamiques associées à H3O+, et à H2O, mais comme je l'ai déjà dit diapositive précédente, elles vont être les mêmes. Et en fait, on précise ici que les grandeurs thermodynamiques sont nulles pour H+ aqueux, ce qui revient au même. En fait, on peut travailler directement sur l'expression ou sur l'équilibre NH4+, en équilibre avec NH3 plus H+ aqueux. Alors, on trouve que le delta RH0 associé à la réaction, c'est plus 52,2 kJ par mol en appliquant la loi de S relative à l'enthalpie. De la même manière, en appliquant la loi de S relative à l'entropie, eh bien on trouve que le delta RS0 associé à la réaction, c'est moins 2,1 Joule par Kelvin et par mol. Une fois que j'ai le delta RH0 et le delta RS0 à 298 Kelvin, eh bien je peux calculer le delta RG0. Encore une fois, vous faites attention au fait que l'enthalpie et l'entropie ne sont pas exprimées dans la même unité, kJ et joule. Et donc, il faut multiplier par 10 puissance 3 dans l'expression de delta Rg0. Et ensuite, j'ai ramené ici le résultat directement en kJ par mol et on trouve 52,8 kJ par mol. La constante d'acidité, c'est exactement la constante d'équilibre de l'équilibre dont on parle ici. Et donc, la constante d'acidité s'exprime en fonction du delta Rg0 qu'on vient de calculer. On trouve, en faisant l'application numérique, que le Ka, c'est 5,55 10-10, et que le pKa, c'est égal à 9,25, qui est effectivement la valeur tabulée pour le pKa du couple NH4+, NH3 à 298 Kelvin. Toujours à partir de cet exemple, on peut se demander l'état d'équilibre ainsi que le pH d'une solution de NH4+, à 10-3 mol par litre. Alors au départ, si on met que des ions ammonium NH4+, dans l'eau, on a QR égale 0, et donc on a bien une évolution dans le sens 1. Reste que cette évolution va se faire avec une constante d'équilibre en 10-10, en l'ordre de grandeur, donc on suppose que la réaction va être globalement nulle. C'est-à-dire qu'on va supposer que l'état d'équilibre final, on va avoir quasiment la même quantité en NH4+, qu'au début, donc 10-3 mol par litre, et on va dire qu'on a juste formé epsilon mol par litre en NH3 et H3O+. Et ce epsilon, on peut tout de même le quantifier en le réinjectant dans la formule du Ka, qui est égale à la concentration de la base fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide, donc égale à epsilon carré sur 10-3. Ça vous permet d'extraire une valeur d'epsilon que l'on trouve être égale à 10 puissance moins 6,125, ce qui veut dire qu'epsilon, c'est environ 7,5 10-7 mol par litre. À partir de là, on peut calculer le pH de deux manières, soit parce que le pH est moins log de la concentration en H3O+, dans ce cas-là on trouve un pH d'environ 6,1, soit par la relation d'Anderson appliquée au couple NH4+, NH3. La relation d'Anderson, je vous rappelle, c'est pH égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide, et on trouve la même valeur de pH, bien entendu, pour cet exemple. Donc ici, vous voyez qu'en considérant la réaction comme à peu près nulle, le calcul va relativement vite. Si jamais on n'avait pas fait l'approximation, si on avait dit que X étant l'avancement volumique, c'est-à-dire l'avancement divisé par le volume total étant ici constant, on aurait écrit que la concentration en NH4+, à l'équilibre, c'est 10-3 moins X, et la concentration en NH3 et en NH3O+, à l'équilibre, c'est exactement l'avancement volumique. Il aurait fallu résoudre alors le fait que K0, c'était égal à X carré sur 10-3 moins X, et par une équation du second degré, eh bien, ça nous conduit à une des deux racines qui est X égale 7,4 10 puissance moins 7 mol par litre. L'autre racine n'aurait pas de sens physique. Et avec cette valeur de X, qui est très proche de celle qu'on trouve avec approximation, on trouverait au final exactement le même pH. Donc il faut faire les approximations raisonnables quand c'est possible.
On va passer maintenant à des exemples sur des mélanges hétérogènes. Alors pour que ce soit des mélanges hétérogènes, il faut au moins 2 phases. Là, les exemples sont multiples, ça peut être une phase gazeuse et une phase liquide. Ça peut être une phase gazeuse et une phase solide, ça peut être une phase liquide et une phase solide, ça peut être plusieurs phases solides, etc. etc. Alors, on va moins prendre d'exemples parce que souvent la résolution est beaucoup plus simple lorsqu'on a des mélanges hétérogènes. Exemple, avec le carbonate de calcium CaCO3 en équilibre avec l'oxyde de calcium CaO et puis le dioxyde de carbone CO2. CaCO3 est solide, CaO est solide, c'est 2 solides qui forment 2 phases distinctes, et puis on a une troisième phase qui est la phase gazeuse avec le dioxyde de carbone gazeux. L'activité des solides est égale à 1. Conséquence, c'est que le quotient de réaction est très facile à exprimer ici, c'est la pression partielle de CO2 sur P0. La constante d'équilibre, c'est la pression partielle de CO2 à l'équilibre sur P0. La pression partielle, mais on a en fait un seul gaz, CO2. Donc la pression partielle, ça s'identifie à la pression totale. Et le quotient de réaction, c'est pression totale sur P0. La constante d'équilibre, c'est pression totale à l'équilibre sur P0. Sur cet exemple, on voit qu'à partir des données thermodynamiques tabulées, on calcule facilement le ΔRG0, on ne va pas le refaire. C'est identique aux exemples précédents. On calcule facilement alors le K0 à une température donnée. Et on peut en déduire, et ceci pour n'importe quelle température, la pression du système. A l'inverse, en mesurant la pression du système si le système est à l'équilibre, on peut revenir à la valeur de K0, donc revenir à la valeur de ΔRG0, et en tirer ensuite les valeurs de ΔRH0, ΔRS0 et les valeurs de formation. Ça permet, ce genre de petite expérience, d'accéder aux grandeurs thermodynamiques que l'on trouve dans les tables et qui ont toutes été déterminées expérimentalement. Une petite remarque. Vous voyez qu'ici, si on fixe la pression du système, si on a envie de travailler à une pression donnée, on ne pourra avoir équilibre que si dans le même temps, on fixe également la température de manière à ce que l'on puisse vérifier la relation K0 égale la pression totale sur P0. Et si on essaie d'augmenter la pression ou de diminuer la pression sans augmenter ou diminuer la température de manière à ce que l'on vérifie toujours cette relation, on va arriver dans ce qu'on appelle un état de rupture d'équilibre. On va terminer ces illustrations et ces exercices par le cas particulier des réactions d'oxydoréduction. On va ici donner une relation propre aux réactions redox, très pratique pour déterminer les constantes d'équilibre des réactions redox. Alors, je considère une demi-équation d'oxydoréduction, un oxydant OX, un réducteur RED, des coefficients stéchiométriques alpha, bêta et un échange de N électrons. Je vous rappelle que ça, c'est pas une vraie réaction chimique, c'est une demi-équation et que c'est par combinaison des demi-équations qu'on peut écrire des vraies réactions redox. Aux demi-équations d'oxydoréduction sont associés un potentiel par l'équation de Nernst. Je vous rappelle que l'équation de Nernst, c'est E égale E0 du couple considéré plus RT sur NF, ln de tout un facteur qui prend en compte l'activité de l'oxydant, l'activité du réducteur et les coefficients stéchiométriques. Je vais ici multiplier cette relation par moins NF. Je vais expliquer après pourquoi. Donc j'ai juste multiplié la relation par moins NF. Dans le même temps, ma demi-équation d'oxydoréduction, même si ce n'est pas une vraie réaction chimique, je vais lui écrire un ΔRG, une enthalpie libre de réaction associée, par ΔRG égale ΔRG0 plus RT ln du quotient de réaction, c'est-à-dire une relation que l'on a déjà vue. Je mets en plus une petite étoile ici sur ΔRG et sur ΔRG0. C'est juste pour spécifier que normalement un ΔRG s'applique à une réaction chimique. Ici, je sais que ce n'est pas une vraie réaction chimique, c'est juste une demi-équation d'oxydoréduction. Mais je vais quand même utiliser ce formalisme qui va me servir pour calculer les constantes d'équilibre des réactions redox. Alors, comment je vais définir mon quotient de réaction ? Comme l'activité du réducteur a la puissance de son coefficient stéchiométrique sur l'activité de l'oxydant a la puissance de son coefficient stéchiométrique, étant donné l'équation bilan de ma demi-équation d'oxydoréduction. On ne définit rien de particulier pour les électrons, pas d'activité, surtout pas, donc ça n'intervient pas dans le quotient de réaction. J'ai donc ΔRG étoile, qui est égal à ΔRG0 étoile, moins RT, ln de une expression en fonction des activités de l'oxydant et l'activité du réducteur. Mes deux équations, qui sont à gauche et à droite, je vais les identifier et voir que j'ai un terme commun, c'est le moins RT, ln de l'activité
de l'oxydant et du réducteur dans le logarithme n'est pas rien. Pour dire en fait, en identifiant, que le delta Rg étoile va s'identifier à moins NFE et que le delta Rg0 étoile va s'identifier à moins NFE0. Donc quand je vous avais présenté le cours sur les réactions d'oxydoréduction dans l'unité d'enseignement en commune chimie-biochimie, on avait défini le potentiel redox et le potentiel standard d'un couple d'oxydoréduction. C'est à relier en fait à ces notions de delta Rg étoile et delta Rg0 étoile. Delta Rg0 étoile, c'est une grandeur standard, ce qui veut dire que ça ne dépend que de la température. Donc une conséquence de cela, c'est que E0 ne dépend que de la température. Alors ces petites relations, delta Rg étoile égale moins NFE et delta Rg0 étoile égale moins NFE0, où N est le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur, ça va nous servir pour facilement calculer les constantes d'équilibre des réactions d'oxydoréduction. On va appliquer ça à la pile argent-zinc. La pile argent-zinc, c'est une pile avec, dans cette pile, plusieurs espèces, et les espèces concernées par la réaction d'oxydoréduction sont les ions argent Ag+, l'argent solide, les ions Zn2+, et le zinc solide. On va écrire l'équation de la réaction chimique qui se produit, donc en particulier déterminer dans quel sens elle va se produire lorsque la pile débite, et calculer sa constante d'équilibre à 25 degrés. Pour ça, on donne les potentiels standards d'oxydoréduction du couple Ag plus Ag, qu'on note E10 équivaut 0,80 volts, et du couple Zn2 Zn, qu'on note E20 équivaut moins 0,76 volts. Alors un petit rappel sur ce qu'on avait vu dans l'unité d'enseignement commune, chimie-biochimie. J'avais dit que l'évolution spontanée ou non d'une réaction d'oxydoréduction était liée à la différence de potentiel, delta E. Et j'avais dit que le quotient de réaction en fait était lié à cette différence de potentiel. Et également précisé que K0 était lié à la différence de potentiel standard. Alors ça, je l'avais énoncé sans le démontrer, et on va le démontrer, diapositive suivante. Avant ça, on va se rappeler à quoi ça nous servait le fait que K0 soit lié à delta E0. Si sur une échelle de E0, je place mes oxydants et mes réducteurs, je peux facilement dire que l'oxydant le plus fort, ici Ag+, réagit de manière spontanée avec le réducteur le plus fort, ici Zn. Et qu'en fait, la réaction va se faire dans le sens Ag+, plus Zn, donne Zn2+, plus Ag. Il va falloir en plus équilibrer cette réaction. Alors ça, on va aller le montrer. On va aller le montrer à l'aide de nos petites relations delta Rg étoile égale moins NF E et delta Rg0 étoile égale moins NFE0. La première demi-équation d'oxydoréduction, c'est Ag+, plus un électron donne Ag solide. J'applique ces relations à ce couple Ag+, Ag, donc avec l'indice 1 relatif au couple Ag+, Ag. Même chose pour la deuxième demi-équation d'oxydoréduction, Zn2+, plus 2 électrons donne Zn. Ici, c'est les mêmes relations avec un facteur 2 devant F fois E et F fois E0, puisque on a 2 électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur. Mon équation globale, Zn plus 2Ag+, donne Zn2+, plus 2Ag. Alors ici, j'ai dit donne, mais je mets un signe égal, et je ne préjuge pas de dans quel sens va se faire cette réaction. Avec ce qu'on avait déjà étudié, je vous l'ai dit, diapositive précédente, on a une idée du sens de la réaction, mais on va aller le démontrer, ce sens. Donc la question, c'est quel est le sens d'évolution du système et quelle est la constante d'équilibre associée à la réaction chimique. Alors, remarquez que pour écrire la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile, j'ai multiplié par 2 ma première demi-équation Ag+, plus électron donne Ag, et j'ai soustrait la réaction R2, Zn2+, plus 2 électrons donne Zn. Ce qui veut dire, si une équation est en fait combinaison linéaire de demi-équations d'oxydoréduction, le delta Rg associé à l'équation d'oxydoréduction va être combinaison linéaire des delta Rg étoiles associées aux demi-équations d'oxydoréduction avec les mêmes coefficients. Ici, mon coefficient 2 et mon coefficient moins 1. Donc j'ai delta Rg pour la réaction Zn plus 2Ag+, en équilibre avec Zn2+, plus 2Ag, qui est égal à 2 fois delta Rg1 étoile moins delta Rg2 étoile. Je remplace les delta Rg étoiles par les relations avec les potentiels, et je trouve que delta Rg c'est moins 2F fois la différence de potentiel E1 moins E2.
Si E1 est supérieur à E2, alors delta Rg est négatif, et donc l'affinité est positive. On a donc l'évolution spontanée dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens oxydation du zinc et réduction des ions Ag+. Je viens de montrer ici qu'on avait bien le delta Rg qui est lié à la différence de potentiel delta E, ce qui veut dire, puisque le delta Rg est lié au quotient de réaction, que le quotient de réaction est effectivement lié à la différence de potentiel delta E. Alors pour pouvoir calculer E1 et E2 et en déduire le signe de delta Rg pour être sûr que c'est bien dans ce sens-là que la réaction se fait, il aurait fallu que je donne l'activité de Ag+ dans la pile et l'activité de Zn2+ dans la pile et appliquer l'équation de Nernst pour trouver les valeurs de E1 et E2. Mais en fait, en oxydoréduction, les constantes d'équilibre sont soit très élevées, soit très faibles, et travailler sur delta Rg0 et pas delta Rg suffit pour déterminer l'évolution d'un système et le sens d'évolution d'un système. On va illustrer ça avec les valeurs de K0 et de delta Rg0, diapositive suivante. Donc la constante d'équilibre, eh bien, on va la déterminer à partir de delta Rg0, et je viens de trouver que delta Rg c'est moins 2F fois la différence de potentiel, delta Rg0 c'est moins 2F fois la différence de potentiel standard. Delta Rg0 moins RT ln de K0, on en déduit facilement une expression de ln de K0 en fonction de la différence des potentiels standards, et donc une expression de K0 en fonction de l'exponentielle de la différence des potentiels standards. On va effectuer l'application numérique. Pour cela, je donne la constante de Faraday qui vaut 96 500 coulombs par mol. On trouve alors que K0 est égal à environ 6 multiplié par 10 puissance 52. Le delta Rg0 associé est égal à moins 300 kJ par mol. Alors vous voyez ici que la valeur de K0 est énorme, c'est ce que je vous ai dit diapositive précédente. En fait, travailler sur la différence des E0 ou la différence des potentiels E, ça ne changera pas grand-chose puisqu'avec une telle valeur de constante, on est sûr que la réaction n'est favorisée que dans un sens et pas dans l'autre. Ça revient à dire que le delta Rg0 est ici très fortement négatif et donc le delta Rg va avoir le même signe et que la réaction ne va pouvoir se faire que dans un sens, qui est le sens ici, Zn plus 2Ag+, donne Zn2+, plus 2Ag. Alors que faut-il retenir sur ce troisième chapitre de thermodynamique chimique ? Eh bien la condition d'évolution, le sens d'évolution d'un système et la condition d'équilibre. Ça, ce sont des paramètres importants. La relation delta Rg0 égale moins RT ln de K0 est une relation dont on se sert très souvent en thermodynamique chimique, qu'il faut avoir en tête, c'est une relation qu'il faut connaître. Mais d'autres relations, telles que la relation de l'affinité en fonction de la constante d'équilibre et des quotients de réaction, ou de delta Rg en fonction de la constante d'équilibre et du quotient de réaction, ne sont pas à connaître. C'est des réactions que je vous redonnerai à chaque fois. Je vous rappelle qu'à la fin du 4e chapitre, je vous ferai un formulaire qui vous permettra de connaître les réactions à savoir et les réactions qu'on vous redonnerait pour la résolution d'exercices. La relation de Van 't Hoff est par exemple une relation qu'on vous redonnerait. Alors par contre, dire que les 3 dernières relations dont je viens de parler, on vous les redonnerait, ça veut dire qu'il va falloir savoir les utiliser. Par exemple, à partir de la relation de Van 't Hoff, eh bien, retrouver le sens d'évolution de K0 avec la température pour des réactions exothermiques ou endothermiques. Connaître la notion de température d'inversion et savoir calculer une température d'inversion. Et puis travailler et comprendre les exemples. En fait, plus que les relations, plus que les formules mathématiques, eh bien, il faut s'entraîner sur les exemples pour comprendre pourquoi on introduit l'ensemble des concepts et l'ensemble des notions que j'ai introduits ici. Eh bien, c'est pour pouvoir, à la fin, déterminer par exemple un état d'équilibre, déterminer une grandeur caractéristique de l'équilibre, et donc travailler et comprenez au maximum tout ce qu'on fait sur ces exemples et ces exercices.